Bonjour à tous. Myriam avec vous pour une bulle de sagesse en compagnie de Jean-Pierre Chometon, un auteur que j'ai eu la chance d'interviewer déjà 2 fois. Voilà, un auteur toulousain. Et Jean-Pierre a écrit le livre La voix des peuples racines, marcher dans la joie. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Myriam, bonjour aux auditrices et aux auditeurs. Alors pourquoi à nouveau une émission? Eh bien ton livre m'a beaucoup touché Jean-Pierre et j'ai eu l'idée de te faire intervenir pour une chronique régulière dans laquelle tu vas nous parler de ces peuples racines, de ces différents peuples que tu as rencontrés. Et on va partir des extraits de ton livre qui sont si bien racontés. Et ça va donner cette nouvelle émission, la chronique des peuples racines avec Jean-Pierre. Merci de cette idée Mm. Myriam. Alors on va commencer par au tout début de ton livre. Il y a un passage qui te tient à cœur. Tu nous en avais parlé dans ton émission. C'est un texte que Philippe Descola avait lu à la fin de l'émission La Grande Librairie. Et ce texte-là, il est à l'origine finalement de tout ton parcours. Ouais, non, c'est ce qui m'a frappé dans le discours de Philippe, c'est cette adéquation entre ce qu'il lit et l'état du monde, notamment l'état du monde occidental. Parce que dans ce texte-là, il aborde peu les peuples racines en fait, mais il aborde, j'allais dire, notre attitude vis-à-vis du vivant, vis-à-vis de la nature, vis-à-vis des problèmes qu'on rencontre de dérèglement climatique, de réchauffement climatique, etc., etc. Ouais. Et aussi, je trouve que c'est très fort dans ce texte-là, ce côté, j'allais dire, extrêmement consommateur de ce qu'on appelle les plus riches, les humains les plus riches, en fait. Oui, Quand tu liras le texte, Myriam, oui. les auditeurs entendront la dernière phrase du texte de Philippe qui est très forte, je trouve. Eh bien, on l'écoute. À l'échelle de l'histoire humaine, il est minuit moins quelques secondes. Lorsque minuit sonnera dans quelques décennies, nous entrerons dans un monde qu'aucun humain n'aura jamais connu, mais dont quelques-uns, dans les bidonvilles du Sud, ont commencé d'expérimenter les effets. Les mauvaises nouvelles ne cessent de tomber. L'Organisation météorologique mondiale annonce que, contrairement aux engagements pris lors de la COP 21 de limiter les émissions de gaz à effet de serre, leur niveau a encore augmenté en 2023, avec une hausse de plus de 10% du CO2 en 2 décennies. L'objectif de limiter à 2 degrés le réchauffement climatique à la fin du siècle est devenu tout à fait irréaliste. Les prévisions raisonnables tablent désormais sur une augmentation de 4 degrés, et même le double, si comme c'est de plus en plus probable, on exploite et brûle dans les prochaines décennies la totalité des réserves d'énergie fossile connues. Il est presque minuit, et nous avançons vers l'abîme, comme des somnambules, balbutiant les pauvres mots de nos faux semblants. Transition écologique, développement durable, crédit carbone, ignorant les Cassandres, les insultant parfois, ces porteurs de mauvaises nouvelles rendus responsables des malheurs qu'ils annoncent. Et en n'oublions pas que l'empreinte carbone des 1% des habitants les plus riches de la Terre représente 175 fois l'empreinte carbone des 10% les plus pauvres. Effectivement, c'est un texte visionnaire. Quand on le voit Oui, oui, c'est un aujourd'hui, texte en tout cas ouais. que je regarde pas la grande librairie toutes les émissions, mais je l'ai vu en direct celle-là et j'ai vu le texte de Philippe. Il s'est assis face caméra comme on est là pour lire ce texte et ça m'a beaucoup parlé, quoi, en fait, hein. Philippe étant reconnu comme un des plus grands anthropologues français et ayant vécu pas mal d'expériences et de mois et d'années au sein des peuples autochtones, notamment en Amérique du Sud. Bon, il est connu pour plusieurs ouvrages. Il est connu pour ses positions aussi assez fortes sur les excès de la modernité, sur les excès de notre modernité, en fait, hein. Il appelle ça la capitale océane. On parle d'anthropocène, ce qui veut dire que les humains ont un rôle majeur dans le réchauffement climatique. Dans le réchauffement climatique, il y a des atteintes à la biodiversité, parce qu'on parle du réchauffement climatique. Il faut surtout pas oublier les atteintes à la biodiversité, hein. Et la capitale océane, ça veut dire que c'est les excès du capitalisme. Ah oui. Voilà.
Oui, puis c'est quand même, il a été, tu l'as vu en 2023? Non, je pense que c'est un texte qu'il a lu il y a un an à peu près, un an et demi, un peu plus d'un an, quoi. Au moment où j'ai commencé à écrire le bouquin, en fait, euh, et je me suis dit, je mets le texte, je mets le texte dans le livre immédiatement, quoi. Le lendemain matin, je me suis levé et j'ai transcrit son texte et je l'ai mis de côté en me disant qu'il allait trouver sa place quelque part au début du livre, en Ah fait. oui. Voilà. Et ce que je trouve intéressant, en le relisant, hein, que j'avais pas prêté attention à la première lecture, je trouve intéressant que dans la société aujourd'hui, on peut insulter parfois les porteurs de mauvaises nouvelles, rendus responsables des malheurs qu'ils annoncent. C'est ça. Comme les oiseaux de mauvais augure, hein. En fait, on ne veut Oui, pas oui, les c'est ça. entendre et puis c'est eux qui nous gâchent la vie, en fait, hein. Mhm. Ah, bah, c'est sûr, hein, les climatologues. Je pense à un monsieur que j'aime beaucoup et qui a un discours extrêmement, j'allais dire, abrasif pour ceux qui ne savent pas l'entendre, Aurélien Barraud. Voilà, je pense on se rend pas compte, collectivement en Occident, de l'empreinte des dégradations que produit notre façon de vivre. Alors, et je trouve que dans le texte de Philippe, il parle beaucoup de la façon de vivre des 1% les plus riches. Il faut pas mettre tout le monde dans le même panier, en fait, pour moi. Ah oui, c'est ça. On n'est pas tous dans le même panier. Même si le consommateur moyen occidental produit peut-être euh, plus de gaz à effet de serre que la moyenne dans laquelle on devrait se trouver. Mais, mais, mais les 1% des habitants les plus riches de la Terre représentent 175 fois l'empreinte carbone des 10% les plus pauvres, Oui, c'est quand même dans incroyable. lesquels sont probablement les peuples racines. Et oui, certainement. Quoi, Ouais. tu vois, parce que comme ils vivent dans la nature, de façon assez simple en utilisant pour la plupart les ressources qu'ils ont sur place, en fait, dans l'endroit où ils sont. Ils voyagent très peu. Les seuls qui voyagent, c'est des représentants autochtones qui viennent ici pour essayer de nous partager leur sagesse, etc. Peut-être un peu de nous réveiller aussi, hein. Voilà, donc c'est sûr que l'empreinte carbone des peuples racines est très basse, quoi. Et les atteintes à la biodiversité aussi, puisqu'ils respectent l'équilibre. Ils ont mis cette valeur de l'équilibre au centre de leur pensée, l'équilibre et l'harmonie, l'équilibre de soi, l'équilibre de la société et l'équilibre avec la nature. Et oui. Et en parlant d'équilibre, en fait, cette proportion, ces deux fractions qui sont présentées par Philippe Descola sont tellement... l'écart est tellement énorme, je n'arrive pas à me représenter, tellement c'est immense cet écart. Alors, j'ai pas les chiffres pour aller dans ton sens, si tu veux, mais ce que je sais de mes dernières lectures, c'est qu'on produit, quand je dis on, l'humanité dans son sens large, produit 3 fois trop de gaz à effet de serre que la nature est prête à en recycler. Grosso modo, les chiffres que j'ai en tête, c'est que la nature peut recycler environ 15 milliards de tonnes de CO2. Donc comme on est 8 milliards, ça voudrait dire qu'on ne devrait pas consommer plus de 2 tonnes de CO2 par personne. Et en fait, on en produit plus de 45. Ah oui, en effet. Tu vois, donc en fait, l'humanité produit 3 fois plus de CO2 que ce que la nature est prête à en avaler. En avaler, en transformer, etc., quoi, en supporter. Ah oui. Et ça, c'est les océans, c'est les puits de carbone, c'est les arbres. Voilà, c'est assez compliqué. Je ne suis pas scientifique et je ne suis pas climatologue. Je ne connais pas aussi bien que toute l'architecture de ça. Mais en tout cas, les écarts sont de cet ordre-là, Ah en oui. fait. Et là-dedans, les 1% les plus riches, et je pense qu'ils représentent, ouais, ils représentent peut-être une dizaine, une douzaine, une quinzaine. Ils représentent beaucoup plus que leur pourcentage de population. Le 1% présente, je crois que c'est de l'ordre de 20% des gaz à effet de serre. Ah oui. Et, Et- et- et je répète parce que c'est important pour les peuples racines, par exemple, ne font pas ce distinguo entre le distinguo que nous on fait par nos scientifiques entre réchauffement climatique et gaz à effet de serre d'un côté et atteinte à la biodiversité de l'autre. Eux, ils ont un concept qui est le respect du vivant.
au sens large, le respect de la nature au sens large. Et ils comprennent pas qu'on comprend pas, en fait. Je me rappelle d'une discussion avec un chaman il y a assez longtemps maintenant, il y a une vingtaine d'années, où on s'est mis à parler de ça, parce que la veille, on avait visité on a visité la météo, l'endroit où ils font la météo à Toulouse, la météo pour toute la France. Et c'était un Cody, et le Cody me regarde dans les yeux le matin en me disant, Jean-Pierre, j'arrive pas à comprendre que vous comprenez pas, avec ce que j'ai entendu hier soir. Ah oui. Vos scientifiques vous disent quelque chose et vous n'écoutez pas. Pour eux, les scientifiques, c'est des sages, hein. Ah oui. Tu vois, voilà, bah oui. Donc ils disent, vos sages vous disent quelque chose et vous n'écoutez pas. Donc, et vous n'en tirez pas les conséquences. Ah oui. On est sourd, en fait. Quelque part, on se demande jusqu'à quel point. C'est sûr, Myriam. Alors, je te propose, Jean-Pierre, d'entrer dans le vif du sujet qui te tient à cœur et que tu as commencé déjà à nous partager. Ben, ce sont toutes ces rencontres que tu as faites et tous ces peuples. Et j'aimerais, dans cette émission, on va partir d'un extrait de ton livre qui les présente. Et puis que toi, tu nous racontes. Tu nous racontes comment vivent ces peuples et puis quelle sagesse, surtout, qu'est-ce qu'ils t'ont apporté à chaque fois. Alors, on va commencer par le premier peuple que tu présentes dans le livre, c'est les Samis. Est-ce que tu veux Les nous... Samis, pour les présenter, Oui, vivent en Europe continentale. Ça serait, à ma connaissance, le seul peuple reconnu autochtone en Europe continentale. Ils vivent au nord du cercle polaire et ils vivent à cheval sur la Suède, la Norvège, la Finlande. donc c'est pas des Inuits, c'est encore un autre Bah, peuple. non, les Inuits, il y a deux autres peuples autochtones qui vivent en Europe, mais j'ai fait le distinguo avec Europe continentale en fait. Ils vivent au Groenland. Ah oui, Il y a les Inuits et plus au nord encore, il y a des Inuits. Alors, j'ai pas été là-bas dans le bouquin parce que j'ai pris un parti pris, on peut dire ça aux auditeurs au départ. J'ai pris un parti pris qui est lié au texte de Philippe qu'on vient de lire en fait, hein. C'est que notre empreinte carbone, elle augmente extrêmement facilement ou fortement lorsqu'on prend un avion, en fait. Je ne suis pas forcément un bon élève, hein, puisque je prends l'avion une fois par an pour traverser l'Atlantique. et oui. Et quand je calcule mon empreinte carbone et que je regarde l'aller-retour aux Antilles que produit en termes de CO2, ça augmente mon empreinte carbone très fortement. Ça la double pas, mais c'est pas très loin en fait. Quand je regarde ce que je consomme dans la maison, que je produis comme énergie à me chauffer, etc., et mes kilomètres de voiture et tout le reste, et que je rajoute à ce moment-là le billet d'avion, ça change un peu le résultat. Et donc j'ai pris un parti pris fort, c'est de ne pas les faire monter en avion en fait. Donc ça veut dire qu'ils sont montés chez les Inuits, pardon. Ils sont montés chez les Samis en train, Oui, tu en parles partant des... de l'avion. Alors, on va resituer pour les auditeurs. Tu parles des personnages du livre. Je parle des personnages du livre. Voilà. Quand je dis ils, c'est sept amis en fait qui se connaissent de longue date, qui voyant l'état de notre monde et voyant l'état euh, de notre sagesse très relative en Occident, décident d'aller à la rencontre des peuples racines en fait. Et Al- donc ils leur écrivent un texte, les peuples répondent et une fois qu'ils ont la réponse des peuples, ils font le voyage, donc ils partent d'abord chez les Samis en train, ils reviennent ici, ils prennent un bateau pour traverser l'Atlantique. On va raconter un peu comme ça, Myriam, hein. Ils prennent un bateau pour traverser l'Atlantique et ils vont en Amérique du Sud, où là ils rencontrent successivement un peuple au Brésil, deux peuples en Colombie, un peuple au Mexique. Ils remontent aux États-Unis pour rencontrer les Navarros, les Dinés. Ils reviennent en bateau en Europe et ils rencontrent coïncidence incroyable, il rencontre dans un festival, je souris en même temps que je le raconte, dans lequel je serai dans une semaine, qui est un vrai festival qui existe ici, et il rencontre deux autres peuples, surtout un, mais il rencontre plusieurs peuples pendant ce festival. Il rencontre de nouveau les Codis qu'ils ont vus en Colombie, et il rencontre un autre peuple qui lui vit au Pérou. Voilà. al- Et le livre
raconte ce que les Seth vivent au contact de ces peuples et aussi en dehors de ces peuples, parce il leur arrive quelques expériences fortes en dehors Eh oui. des rencontres avec les peuples. Alors merci Jean-Pierre pour ce résumé qui situe le contexte du livre. Je te propose néanmoins de faire une pause musicale. Nous allons nous retrouver tout de suite après pour commencer l'aventure avec le premier peuple. À tout de suite. Parfait. Myriam avec vous pour la chronique des peuples racines, cette nouvelle série d'émissions consacrée aux peuples racines. Avec Jean-Pierre Chometon, nous explorons tous les peuples qu'il nous décrit dans son livre La voix des peuples racines. Et on écoute Jean-Pierre, tu vas nous partager le texte à la page 88 qui nous présente les Samis de l'Europe continentale. Merci Myriam. Donc en fait, c'est Jean-Paul qui est un des 7 qui a pris en charge de présenter à ses 6 autres amis chacun des peuples qu'ils vont rencontrer. Donc il commence par décrire les Samis. Écoutez, dit-il, il est temps que je vous parle de ceux que nous allons rencontrer, les Samis. Ils vivent là-bas, au nord du nord, dans ce territoire où la neige ne se contente pas de recouvrir le sol, mais où elle devient un langage à part entière. Pour toi, Raphaël, la neige est peut-être un simple obstacle au jardinage. Pour toi, Sophie, un silence de plus à capter. Mais pour eux, c'est un livre immense, aux pages infinies. Ils ont des dizaines de mots pour dire la neige. Celle qui porte, celle qui piège, celle qui étouffe, celle qui protège. Chaque nuance, chaque éclat est une leçon. Ils suivent les reines, compagnons fidèles depuis des siècles. Les troupeaux sont leur route, leur famille élargie, leurs horizons mouvants. Là où le renne avance, l'homme avance. Et quand le renne s'arrête, c'est le monde entier qui s'immobilise. Leur musique s'appelle le joïk. Ce n'est pas un chant au sens où nous l'entendons, c'est une invocation. Quand un Sami joïk, un ami, il ne chante pas à propos de lui, il le fait revenir dans l'air, il le rend présent parmi nous. Imaginez, chanter une montagne, et soudain la montagne est là devant nous. Chanter une rivière, et sentir l'eau froide courir sur vos pieds. C'est un langage qui ne décrit pas, mais qui crée. Leurs anciens portent encore des tambours, dont la peau tendue est peinte de symboles. Le soleil, la lune, les animaux, les esprits du vent. Ces tambours ne sont pas des instruments de musique, mais des cartes vivantes. Quand on les frappe doucement, ce n'est pas pour donner le rythme, c'est pour appeler la route intérieure, celle qui traverse chacun de nous. Je me souviens d'une phrase que l'un d'eux m'avait confiée autrefois. Le monde ne s'effondre pas si nous le chantons encore. Elle m'avait paru étrange, presque naïve. Aujourd'hui, je comprends mieux. Dans ce climat rude, où la nuit peut durer des semaines et le froid briser des os, c'est le chant qui maintient la lumière vivante. Préparez-vous, mes amis. Là-bas, nous ne serons pas les visiteurs, mais des élèves. Nous apprendrons que la patience est une prière, que la neige est un manuscrit et que le souffle est plus fort que les frontières. Quand nous entrerons dans leur cercle, souvenez-vous, il ne s'agira pas de regarder, mais d'écouter. Non pas d'écouter avec vos oreilles, mais avec tout votre corps. Chez les amis, ce n'est pas l'histoire qui compte, c'est la présence. Oui, merci Jean-Pierre. Je te confiais que ce texte, ce passage nous a beaucoup touché, un petit groupe de lecteurs, et il nous a vraiment fait voyager. Alors, Ben, moi, je vais vous dire aussi, à l'écrire, ça m'a fait voyager parce que dans le préambule, il y a quelque chose qu'on n'a pas précisé, Myriam, qui me paraît important. En fait, euh, j'ai reçu tous les peuples, je connais tous les peuples dont il est objet du livre,
Par contre, j'ai des problèmes de santé depuis l'enfance qui font que voyager dans des conditions un peu spartiates n'est pas possible en fait. Je peux pas marcher sur un sol qui est pas plat, je peux pas dormir dans un hamac, etc. Donc en fait, c'est des peuples que je connais ici et au travers de lectures que j'ai fait, maintenant d'échanges avec eux par WhatsApp et par des Zooms comme on fait là, parce que puisqu'il y en a avec qui je dialogue avec des traducteurs. J'ai jamais été chez les Samis. Ah oui, oui, c'est ce que tu nous confiais dans ta précédente émission. Et comme quoi, on peut voyager, quand on voyage avec le cœur intérieurement, ben, on voyage vraiment, en fait. Parce que tu es Ah bon, on est d'accord. complètement, j'allais dire, en communion avec eux. Parce que pour parler d'eux comme ça, c'est vraiment les connaître. Ce que je peux dire, Oui. c'est que j'ai ouais, oui, j'ai une fraternité avec ces peuples et avec les. Alors les gens qui sont dans le livre existent. J'ai voulu transformer leur nom parce qu'il y en a certains qui ont un compte sur les réseaux sociaux, quoi. Il y en a certains qui peuvent être des personnes publiques qui viennent en France faire des conférences, etc. Et je voulais pas exposer leur nom. Je sais pas, une sorte de pudeur chez moi. J'ai écouté mon intuition, c'est mon intuition qui m'a beaucoup aidé pour écrire ce bouquin. Ah oui. Et j'aime bien quand tu parles de leur langage. C'est un langage qui ne décrit pas, mais qui crée. Ça, c'est fabuleux quand même. Ça revient à ce qu'on disait. Avec des mots, on peut créer, on peut être complètement avec eux, on peut se retrouver dans un endroit. Est-ce que tu peux nous parler de ça? Comment ils s'y prennent? Comment ils s'y prennent? Ça, c'est peut-être le plus complexe de la recette que tu me demandes, parce que j'ai cette sensation profonde que ces peuples sont restés reliés à leur savoir, à leur culture, à leur savoir-faire, à leur intuition, depuis ce que j'ai dit tout à l'heure, depuis des centaines d'années ou des milliers d'années, qui dialoguent avec la nature, ce que nous on appelle la nature, mais dialoguent avec la nature, comme on dialogue là tous les deux en fait, hein, comme vous êtes en train de m'écouter les auditeurs, je pense que ces peuples-là, c'est pas je pense, c'est je suis sûr, j'en ai l'intime conviction que ces peuples-là dialoguent avec la nature comme on dialogue avec un humain. Et aussi plus surprenant, il dialogue avec ce que nous on appelle l'invisible. Donc avec avec les esprits de la nature, avec les esprits des anciens. Voilà, j'ai vécu des expériences avec certains peuples qui m'amènent à penser qu'ils ont une sorte de communication qui n'est pas forcément verbale du coup, tu vois. On parle du verbe là, mais une communication qui n'est pas forcément verbale, qui est une sorte d'intuition très très profonde, d'intuition que je qualifierais de spirituelle probablement, qui leur donne accès à une connaissance qu'on avait probablement ici il y a quelques centaines d'années, peut-être même moins. C'est-à-dire que, bon, j'ai 65 ans et je me rappelle avoir vu quand j'étais jeune des paysans âgés. Et en fait, ils n'avaient pas besoin de la météo. Ils regardaient le ciel, ils regardaient la terre, ils te donnaient la météo pour le lendemain et c'était juste. Et, et- et on parlait d'anecdotes tout à l'heure. J'en ai vécu une très forte sur la météo, qui n'est pas dans le bouquin, mais qui est dans un autre bouquin, qui n'est pas dans ce bouquin-là, mais dans un autre, où un sage d'Amérique du Sud, visitant la météo à Toulouse, je vais dire ça avec humour, nous a pondu un bulletin météo pour le lendemain qui n'était pas le bulletin météo de la météo. Je vous laisse deviner qui avait raison le lendemain. À ce que tu dis, j'ai compris que c'était le chaman qui avait raison, enfin le sage que tu Bah, en parles. fait, il a demandé à la dame qui dirigeait la salle de la météo, qui est une immense salle qui doit faire, je sais pas, des centaines de mètres carrés, quoi. Il lui a demandé quel était et il a compris ce qu'était la météo, comment on faisait la météo, etc. Il lui a demandé quel était le bulletin à Toulouse le lendemain, et la dame lui a dit le bulletin de demain à cette heure où on parle, il devait être 4 heures de l'après-midi, et le suivant, et elle annonçait 4 heures de pluie plutôt autour de avant et après-midi, en fait. Et le chaman a demandé à sortir, donc il est sorti dehors, je l'ai vu, il a levé le nez au ciel pendant 15 secondes. Il y avait un petit arbre devant qui devait être un arbre qui était assez jaune, il a été posé la main sur l'arbre. Donc
Donc cette connexion, en fait, peut-être aussi par la matière, par l'énergie dont est porteuse quelque chose de vivant qui est extérieur à nous. Et il est rentré, il a dit, demain ici, il pleuvra pas, il n'y aura pas une goutte d'eau qui tombera ici demain. Et il n'a pas tombé une goutte d'eau à Toulouse. Ah oui, ah ouais. Et il fait ce diagnostic-là en quelques secondes. Ah oui, en effet. Donc c'est peut-être ça dont on parle là, que les mots créent, en fait, tu vois, c'est que les mots peuvent peut-être transcrire une intuition qu'ils reçoivent en temps réel, qui peut être très surprenante. Euh, on parle des Samis, je peux dire peut-être quelque chose d'assez personnel que, que j'ai mis plus loin quand même, parce qu'il y a un chapitre dans le bouquin où je reviens sur des soins ou des moments où les 7 voyageurs se retrouvent avec un chaman de chacune des communautés et le chaman lui prodigue un soin ou le chaman lui parle, les mots, tu vois, d'expériences vécues par la personne qui sont un peu enfouies dans nos subconscients, en fait. Bon, je vais vous dire ce que m'a dit cette chamane Cody, là, qui est dans le livre, Cody, Samy, qui est dans le livre. Donc, elle me fait un soin, si vous allez chez des énergéticiens, vous savez comment ça se passe. Soit les gens vous posent les mains sur le corps, soit ils vous mettent les mains autour du corps sans vous toucher. Et donc, cette femme fait ça, et à un moment, elle arrive sur la poitrine, et sa main est quelques centimètres devant ma poitrine, et elle me dit, Oh, Jean-Pierre, j'ai redonné ces mots précis, hein. Oh, Jean-Pierre, tu as une cicatrice dans le cœur qui vient de l'âge de 12 ans. Tu as vécu un traumatisme à l'âge de 12 ans. Bon, très bien. Bon, j'ai été les yeux fermés, allongé par terre, etc. Donc, le soin continue. Et le soin se finit, et je reviens avec elle à l'oral là-dessus, parce que c'était quand même très très fort, et je lui dis, c'est incroyable que tu aies vu ça, parce qu'en fait, j'ai subi une lourde opération chirurgicale à l'âge de 12 ans, et j'ai vécu un traumatisme après ça qui a été très fort. En fait, j'ai été dans le nord de la France, dans un centre de soins, qui était un truc absolument immense, des grands bâtiments le long de la plage, à Berck-Plage, pour ceux qui connaissent. Et à l'intérieur de ça, il y avait des enfants en soins, post-opératoires ou en soins longs qui pouvaient durer des semaines ou des mois. Et on était tous mélangés, je dirais ça comme ça en fait. Euh, des gens avec des pathologies extrêmement lourdes. Moi, à côté, j'ai rien. J'étais debout et je marchais, même si je marchais mal, etc. Et même si j'étais entre guillemets bancal, ça n'a rien à voir avec des gens qui étaient para ou tétraplégiques. Et on mélangeait aussi des handicaps physiques avec des handicapés mentaux. Ah oui. Et je me rappelle notamment de nuit, dans une sorte de grande pièce, où on devait être à, je sais pas, 15-20, à dormir sur des lits dont la moitié des enfants étaient attachés. Ah oui. Et je suis resté là-dedans 15 jours. Les parents pouvaient faire une visite une fois tous les 15 jours. Donc, je sais pas si vous voyez les conditions sympathiques du sujet. Mes parents sont arrivés le dimanche je sais pas, à 10h, 11h. Et je leur ai dit tout de suite qu'il était hors de question que je reste là, qu'ils me ramènent tout de suite. Je ne veux pas rester là, quoi. Ma décision était très très claire. Et mon père dit, mais j'ai été voir, en fait, on ne peut pas faire de sortie le samedi. Le dimanche, on reviendra la semaine prochaine te chercher. Je l'ai regardé les yeux dans les yeux, je lui ai dit, c'est hors de question. J'ai dit, on s'en va, vous vous débrouillez comme vous voulez. Et qu'il fallait qu'ils se débrouillent pour me ramener. Et donc je pense qu'ils ont dû signer une décharge et on est parti. Mais dans ma tête, c'était clair que je fuguais, quoi. Tu vois, Mais oui. je restais pas une nuit de plus là-dedans, en fait. C'était impossible, quoi. Ah oui. Donc voilà. Merci Jean-Pierre pour cette anecdote. Et je te propose une pause musicale. Nous allons nous retrouver tout de suite après pour terminer cette aventure avec les Samis. À tout de suite. Myriam avec vous pour la chronique des peuples racines avec Jean-Pierre Champton. Alors aujourd'hui, Jean-Pierre nous présente le peuple Sami. On s'est inspiré du livre La voix des peuples racines qu'il a écrit, Marcher dans la joie, préfacé par Véronique Jeannot d'ailleurs, je ne l'ai pas dit tout à l'heure.
Et à page 88, nous avons lu, enfin Jean-Pierre nous a lu un extrait de ce livre et on est en train de parler des Samis. Alors, ce que j'aimerais te demander comme complément, après, évidemment, si vous voulez en savoir plus, il va falloir plonger dans le livre et puis aussi peut-être lire la belle revue native que tu as fondée, que tu as créée. Mais ce que j'avais envie de savoir à propos des peuples samis, c'est quelle est la leçon de vie, quelle est la leçon de sagesse qui t'ont inspiré. Bah, j'allais dire, il y en a forcément quelle est ou quels sont, parce que résumer un peuple à quelque chose, Ah oui. il y a déjà, mais c'est valable pour plusieurs peuples sur la planète, pour beaucoup de peuples sur la planète, c'est c'est rester vivre dans des conditions de vie qui pour nous sont extrêmement difficiles. Au nord du cercle polaire, effectivement, comme on disait tout à l'heure, il fait nuit plusieurs semaines, plusieurs mois. Et donc ces peuples-là qui vivent dans les endroits très froids de la planète ont cette capacité à supporter des conditions de vie que peu de gens que nous sommes supporteraient, quoi, tu vois. Donc, et puis la leçon de vie que les Samis, que j'ai vue en fait ici, c'est cette capacité de vivre en communion, en communication avec la nature. Je dis ça pour eux, c'est valable pour d'autres, mais si on prend un exemple, voilà, je me rappelle par exemple, il y a 3 ans, 4 ans, euh, d'être à Bordeaux avec plusieurs communautés. On a été faire une cérémonie au bord du fleuve. Donc on est venu avec des offrandes pour le fleuve. Et en fait, je sentais notre amie Samy et j'ai pas été la voir pour lui demander ce qu'elle vivait parce que ça me paraissait être de l'ordre de l'intime. Mais en tout cas, je voyais bien dans ses gestes, dans sa concentration, etc., cette capacité de dialogue avec la Garonne qui passait devant nous, en fait, hein, et d'interaction avec ce qu'on appelle le monde non humain, que nous, on prend souvent pour un monde non vivant, en fait, hein. On a du mal à comprendre que l'eau a un esprit, Oui, que tout ce qui est devant nous, de non humain, est vivant, en fait. oui, Est vivant, a un esprit, qu'on peut à un moment comprendre leur intention, leur rôle. Et donc, chez cette femme Samy, ça m'a beaucoup frappé. ah oui. Voilà ce que je Donc, dirais. Un point qui m'a frappé chez elle aussi, c'est ce... Alors, pour les chamans, et je pense que c'est compliqué de dire pour un peuple, parce que c'est toujours pareil, c'est un peu partout sur la planète, mais, mais, mais les chamans ne choisissent pas d'être chamans, en fait. Tu vois, les chamans sont souvent désignés par la communauté ou désignés par un événement qui fait que euh, ils deviennent chamans. Et dans le cas précis de la Sami, quelques pages après le texte qu'on vient de lire, il y a juste une phrase où un des sept demande comment es-tu devenu chaman? Et elle répond, on ne devient pas. À 12 ans, la foudre a frappé un renne. Dans son œil, j'ai vu l'aurore. Et depuis, je communique et traduis une communication naturelle avec les esprits. En fait, c'est souvent soit la communauté choisisse ou désigne plus que choisisse des enfants, même pendant la période de conception, un peu comme les bouddhistes oui, tibétains qui vont oui, c'est ce que j'allais dire, oui. euh, à la mort D'un maître. d'un Dalai Lama ou d'un sage assez vite savoir où il va se réincarner en fait. Donc c'est un peu de cet endroit, ça peut être de cet endroit, ou un événement frappant. Mm. Là c'est frappant quoi, Comme la la foudre. foudre, Bah, j'en ai entendu qui parler. fait Mm. Oui. que la personne devient chaman. Et j'ai un autre exemple très précis en tête. L'année dernière, j'ai côtoyé pendant plusieurs jours un mamo, un chaman Kodi, qui était un monsieur assez âgé et qui n'avait pas du tout le parcours habituel d'un mamo qui est aussi souvent choisi jeune,
qui suit des enseignements particuliers dans des conditions spéciales. On y reviendra dans une autre émission. Et ce Mamo, en fait, a vécu quelque chose de similaire. Euh, il était dans une maison qui a été frappée par la foudre, par probablement un éclair gigantesque. Et c'est le seul à être sorti vivant de la maison. Ah oui, en effet. Et, Oui. et un sage Cody qui l'a rencontré après lui a dit ce qui t'est arrivé n'est pas sans conséquence en fait. Voilà. Eh oui, N'est pas un accident. Nous, tu vois, on est frappé par la foudre, on en sort vivant, on dit bon, oui, super, mais on considère ça comme un accident. Bah non. oui, En fait, tout est signe, tout a un sens, tout tout a a un sens. une Ouais, signification. oui, c'est ça. Donc, euh, Mais nos sages, j'allais dire, de notre pays, les personnes qui ont une certaine maturité spirituelle et qui le disent aussi, hein, tout événement n'est pas anodin, il y a un sens. La moindre branche qui craque peut être... voilà. on est d'accord. Mais oui. Mais D'accord. je l'ai... Tout est lié, en fait. Rien n'est séparé, en Oui, fait. oui, ah oui, Tout est lié, interrelié, interconnecté, etc. oui. Et cette histoire Et de foudre, je l'ai entendue notamment ben, de notre ami commun Tigrane qui dit dans ses livres que c'est souvent par la foudre qu'un chaman découvre qu'il est chaman. c'est ça. Et Mm. donc, cet homme dont je parlais, en fait, qui devait avoir ouais, plus de 35 ans, en fait. Donc, pour les codis, c'est pas un âge où on devient mamo, quoi. Et ben, un vieux mamo l'a pris sous son aile et l'a enseigné suite à cet événement, quoi. Ouais, oui. Et ce qui me surprend, c'est dans ces pays où il y a une forte communauté de peuples premiers, je pense notamment aux pays d'Amérique du Sud que tu as cités, la Colombie, le Pérou, pour y avoir été, pour avoir des amis de ces pays-là, ces cures très étranges que parfois nous, les Occidentaux français, on les voit, reconnaissons davantage la sagesse de ces peuples-là que les habitants de ce pays qui vont peut-être, qui sont plus dans la religion et qui vont peut-être trouver ça étrange ou archaïque en fait. Il n'y a pas forcément, j'ai pas senti un fort attrait vers leur pratique spirituelle et vers leur façon de vivre. Qu'est-ce que tu en dis? Ah bah, je pense que c'était une très très bonne observation, Myriam. Euh, on peut la faire à peu près partout sur la planète, hein. On parlait des Samis, ils sont pas du tout écoutés euh, par les gouvernements des pays dans lesquels ils sont. Mon ami Sami me disait il y a 6 mois que, étant si peu écoutés, ils allaient à un moment aller poser pour protéger les territoires, tu vois, pour protéger les territoires, la forêt, etc. Les animaux, ils allaient aller déposer des dossiers à l'Europe et que peut-être que Native, on les accompagnera dans la défense de leurs intérêts. Alors quand je dis Native, ça serait plutôt une association qu'on a créée à côté de Native qui s'appelle les Amis de Native. Donc non, non, ils sont pas reconnus, ils sont rarement reconnus, ils sont rarement écoutés par les populations qui sont autour d'elles. Et je pense que tu as mis l'accent sur un truc qui est très juste. C'est pas un jugement, c'est une constatation, hein. Mais effectivement, les populations autour, alors à l'Amérique du Sud, c'est clair, c'est le christianisme en fait qui a emporté les gens vers cette religion qu'on leur a imposée, puisque c'est Oui, nous occidentaux qui sommes venus avec cette religion, hein, et qui a pris ouais. un essor incroyable. J'ai lu il y a longtemps, j'ai pas les chiffres en tête, mais le nombre de pratiquants en Europe et en Amérique du Sud, ça n'a rien à voir. Ah oui. Et oui, c'est C'est vrai. 4 ou 5 fois plus là-bas ou davantage, Ah je oui. sais plus le chiffre, qu'ici, quoi. Et à la fois, en disant ça, j'ai une autre anecdote d'une amie du Pérou qui me disait, et si elle nous écoute, elle se reconnaîtra. Je sais qu'elle est très croyante, très pratiquante religieuse, mais elle prie aussi ce dieu au Pérou qui date des Aztèques, hein. Je crois que c'est Pachamanca ou je sais plus le nom, hein. Voilà. Et donc il y a aussi cette mais Il y a souvent une double appartenance, en une fait, double on peut le dire comme appartenance. ça. Ouais. Ils sont pour beaucoup à la fois, j'allais dire, inspirés par notre religion ici, catholique, mais aussi ils ont gardé un pied dans les traditions locales qui sont souvent portées par les communautés, quand même.
Je pense que quand ils ont des problèmes de santé, etc., ils vont quand même voir les chamans. Exactement comme en France, hein, j'allais te Bah, dire. on est d'accord, hein, Le reboot du coin, on dit plus ça maintenant, mais Oui, oui, on dit le voilà. guérisseur ou Le guérisseur, magnétiseur le ou je sais pas quoi, mais rebooteux, ouais. en tout cas, c'est souvent vers eux qu'on se tourne. Le coupeur de Et puis des feu, fois, on se tourne vers eux à la fin d'un protocole avec la médecine moderne, oui. dont on mesure à la fois la performance, mais aussi les Les limites, quoi. limites, oui, très juste. Eh bien, merci Jean-Pierre. Nous arrivons à la fin de cette première émission consacrée aux Sami. Est-ce que tu voudrais rajouter un petit mot, un dernier quelque chose que tu aurais oublié de dire à leur sujet? Non, mais ce que je peux dire pour finir, c'est que si le sujet vous intéresse, eh ben, tu l'as dit, Myriam, hein, il y a Native, il y a ce roman, il y a d'autres moyens, et puis il y a des Samis qui viennent en Europe de temps en temps, donc on peut aussi les rencontrer. Oui, Euh, Ami Toulouse. chaman Sami serait dans la région de Toulouse, donc pas très loin d'Agen, au mois d'octobre. Ah oui, ah oui, oui. Donc, pour le Ça peut savoir, être aussi des belles rencontres. on s'abonne à ta page Facebook, Jean-Pierre Chometon, On s'abonne à la page de Native, la mienne et celle de Native. et celle de Native. Et on aura toutes les infos. Natives, parce que souvent on oublie le S et on ne trouve pas. Merci Jean-Pierre. Et, Merci à toi, Myriam. et quant à nous, nous nous retrouverons pour la prochaine chronique des peuples racines, tout bientôt. Eh ben super. Bonne journée à tout le monde. Bonne journée à tous.